Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est votre émission politique désormais tous les jeudis soirs ensemble pour décrypter et mieux comprendre l'actualité politique locale ici dans la région. Notre invité ce soir, le maire de Coudekerque-Branche et premier vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, David Bayeul. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Marie Dufour. Bonsoir Marie. Bonsoir Adrien, bonsoir Monsieur Bayeul. Merci encore de contribuer à cette émission, Marie, pour nous aider aussi à comprendre tout ce contexte dont on va parler. Ce soir, il sera question, David Bayeul, de la politique régionale et locale avec un thème principal, la sécurité dans le Dunkerquois, la réalité aujourd'hui de cette situation, vos idées, vos projets également. D'abord quand même quelques questions d'actualité. David Bayeul, il y a tout juste une semaine, cette histoire a déclenché un vif débat dans l'opinion et dans les médias. Un enfant de 7 ans a été ramené chez lui par un policier municipal car sa mère ne payait pas la cantine. En tant que maire et donc responsable des écoles municipales et de la police, est-ce que vous auriez agi de la sorte ? Non. Non, je n'aurais pas agi de la sorte pour une raison assez simple. Pour que justement on n'ait plus ce problème-là dans ma ville de Coudekerque-Branche, nous avons fortement baissé les tarifs de cantine. On a rendu la cantine accessible à tous, 100% production locale, circuit court, bio pour 1,50 €, quel que soit le niveau de revenu. Mais même si c'est pas cher, il faut payer quand même. Alors, peut-être que des familles sont endettées. Ça arrive. Ça arrive. On a un espace des solidarités, on a souvent dans les villes un centre communal d'action sociale, il y a souvent une solution. L'enfant ne peut pas pâtir de cette situation. Oui, les parents peuvent avoir des difficultés. Oui, il peut y avoir une relation tendue entre les services de la mairie, le guichet unique qui récolte l'argent et la famille. Ça ne peut pas être à l'enfant d'en pâtir, surtout avec des forces de l'ordre, même si elles sont municipales. Je n'aurais pas agi de la sorte. Premier sujet à évoquer avec vous ce soir, David Bayeul, puisqu'il a été aussi beaucoup question de sécurité et de police ces derniers jours dans la région avec la venue du président de la République, Emmanuel Macron, mardi à Roubaix. Le projet de création d'une police intercommunale dans le Dunkerquois. Alors ce n'est pas la police municipale ni la police nationale pour identifier le problème, la problématique. Quelques éléments, Marie. Oui, c'est un projet sur la table qui reste encore un petit peu flou. Une grande réflexion d'ailleurs vient d'être lancée par la communauté urbaine de Dunkerque. De quoi s'agit-il exactement? Alors l'idée, mutualiser les forces de l'ordre sur le terrain pour que l'ensemble des communes puissent bénéficier donc d'une présence policière. Alors ça va de Grand-Fort-Philippe à Brédune en passant par Capelle-la-Grande par exemple. Un dispositif alléchant sur le papier mais difficile à mettre en place juridiquement. La CUD, on va appeler ça la CUD tout au long de cette émission, a besoin de l'aval des maires. Alors première question, est-ce que cette consultation auprès des maires avance? Où en est-on? Alors vous avez émis la véritable difficulté. Le sujet est surtout un sujet juridique. Le maire a le pouvoir de police. Ça signifie que si la communauté urbaine voulait avoir une police intercommunale unique, eh bien nous serions dans l'obligation d'un transfert des pouvoirs de police de tous les maires de l'agglomération. Ça veut dire 20 communes. On se doute bien qu'à un moment donné, nous aurions des réticences. Peut-être que certains accepteraient volontiers, d'autres seraient plus prudents. Aujourd'hui, la majorité sont plutôt contre cette idée de perdre leur pouvoir. Alors voilà. Et c'est pour ça qu'on arrive à une solution qui pourrait être alternative. Cette solution, ça pourrait être de dire, on avance sur tout le domaine de la vidéosurveillance, avec, pourquoi pas, un centre unique de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire, et une brigade qui serait dédiée pour des opérations ponctuelles. Par exemple, la nuit. Par exemple, pour lutter contre les rodéos nocturnes. Par exemple, pour couvrir et sécuriser de grands événements sur les plages. Vous avez cité des plages de Grand-Fort-Philippe ou de Brédune, par exemple. Pour ce faire, il y a une astuce juridique. Ça s'appelle le service commun. On met ensemble des moyens, sans perdre les prérogatives des maires, on met ensemble des moyens humains qui sont portés par une collectivité. Pourquoi pas la CUD. Donc on irait, pas tout de suite, mais vers un service commun de protection et de tranquillité publique, on ne l'appellerait évidemment pas police municipale, qui permettrait comme ça, sur des éléments donnés, j'en ai cité quelques-uns, les rodéos ou bien... Et combien de policiers au total? Vous avez une idée déjà de ce maillage? Aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait de recensement. L'audit est en cours. Vous l'avez dit, toutes les villes de l'agglomération dunkerquoise n'ont pas de police municipale. Certaines ont 2 ASVP, certains n'ont pas du tout de policiers. J'en ai 11. Dunkerque va atteindre, je pense, les 100 très prochainement. Donc, vous voyez, c'est très disparate. L'idée, ça serait vraiment de mutualiser des moyens humains existants, mais certainement d'en recruter de nouveaux.
Ça veut dire que vos policiers municipaux iraient intervenir sur le territoire d'autres communes ? Non, ça voudrait dire qu'il se pourrait que certains de mes policiers soient affectés à ce service commun pour des missions très ponctuelles et intervenir à ce moment-là sur tout le territoire de la CUD, mais non pas dans les opérations du quotidien, non pas dans les opérations de sécurisation d'une sortie d'école, d'enlever une voiture qui serait devant un garage, mais des opérations très ciblées. Et pourquoi cette idée alors ? Qu'est-ce qui vous a fait C'est la force. Le président de la communauté urbaine, Patrice Vergrit, a vite compris l'intérêt que nous avions surtout pour couvrir des périodes de la nuit. La journée, ça va, mais des périodes de la nuit qui ne sont pas aujourd'hui couvertes. Aujourd'hui, la seule police qui fonctionne 24/24, c'est la police de Dunkerque. Mais si vous avez sur Grande-Sainte ou sur Gravelines ou même sur Coudekerque-Branche quelques interventions en pleine nuit, on n'a pas de solution. Donc l'idée, c'est vraiment d'être efficace. Mais c'est un vrai besoin aujourd'hui pour répondre à la délinquance Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. On n'est pas sur une agglomération, vous le savez, où les problèmes sont complexes. Par contre, il y a des moments, ne nous mentons pas, l'été, c'est plus compliqué pour la tranquillité publique sur les plages. Nous avons des très gros événements. On peut citer le carnaval, mais il y en a bien d'autres. Le festival Bonne Aventure ou la fête de la nature ce week-end, des très gros événements qui ont aussi besoin d'une présence policière plus importante. Donc le fait de cibler des opérations dédiées à l'échelle du territoire communautaire par un service commun qui pourrait être appelé police intercommunale, le terme n'a pas trop d'importance. Ce qui compte, c'est les faits sur le terrain. Ça pourrait être très utile. Mais qui déciderait ? Le pouvoir resterait-il aux mains des maires ou ce serait Patrice Vergrit qui aurait justement ce pouvoir de police intercommunale ? Alors déjà, Patrice Vergrit ne souhaite pas ce transfert de pouvoir de police des maires. Il l'a clairement dit. Ça serait un travail intelligent. Vous savez, le maire n'intervient pas à chaque fois que la police municipale va sur une opération. On peut imaginer là, par exemple, qu'on a des opérateurs vidéo qui remarquent des événements qui se déroulent en pleine nuit sur un territoire et qui appellent directement ce service commun et cette brigade. On est encore là, je le dis, sur une période où on travaille sur le diagnostic, l'existant, les possibilités. On n'est pas encore dans la réalisation. Justement, vous faites un audit, vous nous l'avez dit, un audit aussi financier. Ça coûte plus cher. C'est quoi le coût réel de cette police intercommunale ? C'est pas encore quantifié. Où ça coûte plus cher, c'est évidemment un investissement nécessaire pour équiper à l'échelle d'une agglomération. Aujourd'hui, les villes sont équipées à l'échelle de leur commune, donc il faudra aller plus loin. Je pense notamment en termes de phasage de travaux pour un centre de supervision. Il y en a un exceptionnel sur la ville de Nice, qui a la plus grande police municipale de France, mais qui n'a pas encore réussi, elle, à faire cette police intercommunale. Et puis bien sûr, quelques agents de milliers d'euros, vous avez forcément une idée d'enveloppe. C'est un coût en plus. Ça sera un coût en plus. Non, il est difficile de le quantifier aujourd'hui, je vous dirais honnêtement une bêtise si je vous donnais une somme, mais oui, on approchera plusieurs centaines de milliers d'euros. 200, 300 000 euros ne paraissent pas quelque chose d'inabordable sur une période d'une année. Je parle en moyens techniques et investissement. Il y aura les moyens humains qu'il faudra mettre au diapason. Le frein, c'est certainement donc le cadre juridique. Qu'en est-il quand même des communes en zone gendarmerie dans la CUD ? On parle de Zuidcote, Bredune et Givelde. On peut les englober ? Je pense qu'on peut les englober parce que la gendarmerie fait un travail formidable sur ces secteurs, mais elle n'est pas non plus en effectif suffisant pour couvrir tout au long de l'année. Il n'est pas rare que la ville de Bredune demande un petit coup de main au maire de Dunkerque pour envoyer des policiers municipaux dans le cadre d'une entente. Ça existe aussi, ce qu'on appelle l'entente intercommunale sur des moments donnés. Donc oui, ces villes de la zone gendarmerie, comme on dit, alors pour vos téléspectateurs, ça veut dire que c'est plutôt des zones rurales. La gendarmerie, c'est en zone rurale. La police, c'est en zone urbaine. Mais je pense que là, il n'y aurait aucun souci. Le vrai souci, aujourd'hui, il est effectivement dans... le législateur n'a pas prévu un montage juridique facilitant les choses. On essaye de nous l'inventer. Pourtant, ça a été fait, ça va se faire dans la région, à Béthune. Le CIVOM de Béthune a lancé le projet. C'est prévu pour 2022. Voilà. Alors, vous l'avez dit, par l'intermédiaire d'un CIVOM. C'est-à-dire un syndicat intercommunal à vocation multiple. Quand tu as ce type de structure, tu peux presque développer l'ensemble des services possibles. Mais ça reste sur des secteurs assez fermés. Le CIVOM ne peut pas être de la taille d'une communauté urbaine. Le CIVOM, c'est le rassemblement de 3, 4, 5 communes. Nous en avons un sur le Dunkerquois. C'est un CIVOM qui regroupe les communes autour de l'Aa, c'est-à-dire le fleuve et le delta de l'Aa. Il y a les communes qui sont rassemblées là-bas. Ce CIVOM ne pourrait pas devenir
à l'échelle de la communauté urbaine. Elle est trop grande en termes de territoire. Mais ça existe effectivement, c'est le CIVOM, c'est une technique juridique existante. Et vous avez pourquoi, bien travaillé. alors, peut-être une question de temporalité, vous aimeriez ce dispositif en place à partir de quand ? Au courant du mandat, on peut imaginer qu'à la mi-mandat, ça serait bien de l'avoir effectif sur le terrain. Il faudrait recruter des policiers pour cette police intercommunale ? En muter et en recruter. Selon les syndicats, il manquerait aujourd'hui une trentaine de policiers dans le Dunkerquois. Je vais vous faire réagir juste quand même aux propos du président de la République. Il était cette semaine dans la région. Mardi, c'était à Roubaix pour conclure le Beauvau de la sécurité. On écoute Emmanuel Macron. La première exigence et ambition, je l'ai parfois d'ailleurs dit en ces termes, je vous le répète, plus de bleu sur le terrain. Ce qu'attendent nos compatriotes, c'est en effet une présence accrue de policiers et de gendarmes sur la voie publique, parce que c'est rassurant pour eux et dissuasif pour les délinquants. Je veux nous fixer un horizon, augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous 10 ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. David Bayeul, vous les attendez, ces policiers ? Le Dunkerquois en a besoin ? Bien sûr, je connais bien les policiers du territoire de Dunkerque. Nous parlons là de la police nationale. Ils font un travail formidable, les brigades anticriminalité, mais aussi toutes les brigades qui peuvent œuvrer sur notre territoire. Ils ne sont pas assez nombreux, c'est une évidence. Il y a eu un changement de politique il y a quelques années au niveau du rassemblement sur un commissariat central et des interventions partant de ce commissariat central et non plus d'îlotage sur le terrain. Bien sûr qu'on a besoin de ces policiers. Ça ne pourrait être qu'un point supplémentaire pour les policiers nationaux que je salue du Dunkerquois. Et parmi les moyens supplémentaires de cette police intercommunale, pourquoi pas, ce serait aussi, donc, vous l'avez dit David Bayeul, des moyens de vidéosurveillance. On aimerait évoquer ce sujet avec vous, quelques éléments pour comprendre. Marie. Oui, on en compte une centaine à Coudekerque-Branche, une commune de 20 000 habitants. On le rappelle, 104 exactement pour 214 rues, soit environ une pour 3 rues. Ça fait quand même beaucoup pour une commune comme Coudekerque-Branche. Un investissement, un budget de 100 000 euros en comparaison avec d'autres villes qui comptent à peu près le même nombre d'habitants. On retrouve la Madeleine avec 106 caméras, Lambersart avec 100 caméras, Croix bien au-dessus à 156 caméras. Alors pourquoi cette vague, cette omniprésence de la vidéoprotection chez vous à Coudekerque ? C'est une double ambition. La première, c'est la tranquillité publique, c'est prévenir. Il est évident que si quelqu'un veut cambrioler dans un lotissement et qu'il arrive sur la ville de Coudekerque-Branche où il va voir des caméras qui vont surveiller, mais aussi des panneaux indiquant ville sous vidéosurveillance, il va peut-être réfléchir à 2 fois. Et d'ailleurs, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que les cambriolages sur notre commune ont fortement baissé. Et de combien ? On est à plus de moins 24% de mémoire par rapport à il y a 2 ans, puisque l'année dernière, Covid oblige, les chiffres avaient été un petit peu non divulgués. Et la deuxième raison, c'est bien sûr le fait de protéger aussi nombre de sites. C'est-à-dire que tous les sites communaux, les parcs, les jardins, les bâtiments publics, les écoles, tous ces secteurs sont en vidéoprotection et ça rassure fortement. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est pas plutôt de la dissuasion que de la répression ? Ça rassure les habitants plus que ça n'empêche réellement l'insécurité. Mais vous avez entièrement raison. Je suis fier de parler à mes habitants de vidéoprotection. On protège et non pas de vidéosurveillance. On vous surveille à longueur de journée, ça n'est jamais le cas. On est Big Brother, ça n'est jamais le cas. Nous, on est vraiment dans la vidéoprotection. On regarde les images si c'est nécessaire, mais bien évidemment, si on est alerté d'un événement qui se passe grâce à la caméra, là, on fait focus avec les caméras. L'idée n'est jamais de surveiller en temps réel toute la population. C'est bien sûr d'abord de la dissuasion, vous avez entièrement raison. Mais ça marche, on a un exemple de Lambersart, par exemple, Marie en parlait. Sur 228 recours à la vidéo l'an dernier, seules 28 images ont été vraiment exploitables et exploitées. Vous avez des chiffres aussi, c'est le cas aussi, c'est peu souvent utilisé ? Alors, je pense que sur le Dunkerquois, on n'a pas la même problématique que sur la métropole lilloise. Nous avons très peu recours à la vidéo pour élucider des faits. On est plutôt sur, on l'a dit, la prévention. Donc il y a peu de faits qui existent. Par contre, oui, il est évident que à chaque fois, la vidéo n'est pas possible. J'ai eu un gros événement il y a quelques années, un gros vandalisme au parc du Fort-Louis. Nous avions la caméra, on a identifié les 2 protagonistes, mais capuche et casquette, on ne les a pas retrouvés.
Vous êtes plutôt de sensibilité de gauche, d'hiver gauche, David Bayeul. Pour autant, voir toute cette vidéo protection ou surveillance, c'est pas un changement d'idéologie? Non, je crois que quand on est maire, oui, mon cœur bat plutôt à gauche, vous l'avez dit, mais quand on est maire, son parti c'est d'abord sa ville. Mon parti c'est Coudekerque-Branche. Et donc les habitants ressentent ce besoin d'être sécurisés. On voit que les chiffres nous donnent raison au niveau des baisses des agressions, mais aussi des cambriolages. Je donnais le chiffre tout à l'heure. Donc on va là-dedans sans aucune idéologie partisane. C'est une question essentielle également quand on parle de sécurité sur le littoral Côte d'Opale aujourd'hui, la crise migratoire et ses conséquences pour notre territoire et pour le Dunkerquois en particulier. Tout le monde est au courant du contexte, mais quelques rappels, Marie Caromba, des records cette année. Oui, ils sont des dizaines et des dizaines de canaux pneumatiques et embarcations de fortune à prendre la mer chaque semaine sur le littoral. Évidemment, on vous en parle beaucoup sur notre antenne. Selon la préfecture maritime, 12 000 personnes ont effectué la dangereuse traversée cette année en 2021. C'est bien plus qu'en 2020, on était à 8 000 personnes. Record journalier le 21 août dernier, donc cet été, avec un petit peu plus de 820 migrants qui ont traversé la Manche donc pour rejoindre les côtes anglaises. Le Calaisis est souvent médiatisé sur cette question sensible, mais Dunkerque aussi est concerné. Hier, par exemple, les sauveteurs en mer ont été appelés à 2 reprises, à quelques heures d'intervalle, une quarantaine de personnes secourues au total. David Bayeul, ces traversées qui se multiplient, est-ce que vous le constatez aussi donc dans le Dunkerquois là en ce moment, ces dernières semaines, ces derniers mois? On est très loin, bien évidemment, des données que vous évoquez sur le Calaisis, qui sont les premiers touchés. Il n'empêche que oui, vous avez peut-être vu dans la presse régionale locale l'appel du maire de Lefrancouc qui évoquait les difficultés dans ses dunes et sur sa plage. Je tire d'ailleurs un grand coup de chapeau aux sauveteurs en mer qui sont, on l'oublie souvent, mais des bénévoles. C'est la même chose que les sapeurs-pompiers volontaires. On l'oublie, les sauveteurs en mer, ce ne sont pas des professionnels, ils font un travail remarquable. Là, on est véritablement sur une compétence de l'État. Il y a 2 problématiques autour de ça. Il y a bien sûr la nécessité du pouvoir régalien sur ces questions, et puis, ne nous mentons pas, les accords du Touquet et le questionnement britannique de l'autre côté. Si ces questions ne sont pas évoquées, l'ensemble de la frange littorale de Brédune, on les citait tout à l'heure, jusqu'au bout du Calaisis, seront toujours concernés. Bien sûr. Une compétence de l'État, certes, mais les associations quand même ont des questions pour les élus locaux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter cette responsable de l'association Utopia 56. Nous, ce qu'on demande serait de la réquisition de bâtiments municipaux partagés entre les différentes communes, parce qu'on sait qu'il y a un grand nombre de personnes et que c'est pas forcément absorbable par une commune. Mais on demande que les communes du Dunkerquois et du littoral puissent travailler ensemble et proposer chacune un accueil pour que toutes ces personnes puissent avoir un accès à un hébergement. Notre question, Monsieur Bayeul, c'est comment vous, commune du littoral, comptez-vous agir par un accueil digne, partagé entre les différentes communes présentes sur le littoral, pour permettre à ces personnes, à ces populations, de voir leurs droits fondamentaux respectés et pour que les drames, les naufrages qu'on voit chaque jour soient évités. En gros, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous comptez le faire, mettre à disposition des bâtiments publics pour accueillir les migrants? À Coudekerque-Branche, nous ne l'avons jamais fait. Je ne pense pas que nous le ferons. Je vais être très clair avec vous là-dessus. Par contre, bien évidemment, j'ai entendu la question de la responsable d'association. Est-ce qu'on aide? Bien sûr qu'on aide. La communauté urbaine a été au chevet de la ville de Grande-Synthe lorsqu'il a fallu gérer pendant de nombreux mois, voire plusieurs années, le camp de Grande-Synthe qui avait pris une taille exponentielle. Et la situation s'est améliorée depuis que ce camp s'est fermé. La situation s'est améliorée pour l'ensemble du site, évidemment. On retrouve par contre effectivement des migrants qui peuvent être tentés de passer un peu de manière sauvage et risquer leur vie. Mais, soyons honnêtes, la communauté urbaine a été aux côtés des villes concernées. Coudekerque-Branche ne l'est pas aujourd'hui, mais a été aux côtés des villes concernées, notamment la ville de Grande-Synthe, et elle a répondu présente. Comment ? Par une aide logistique importante, par une aide financière importante, parce qu'il a fallu créer toute une infrastructure autour de ce camp de Grande-Synthe, que ce soit en termes de sanitaire, que ce soit en termes d'évacuation, que ce soit en termes de bâtiments modulaires, que ce soit en termes d'équipements provisoires. Donc il y a eu une vraie aide logistique et financière importante. Par contre, moi, je ne suis pas favorable, je le dis, à la réquisition de bâtiments, qu'ils soient communaux ou dépendants de la communauté urbaine, parce que la situation n'est pas celle-là. Il faut savoir que les migrants qui passent sur notre territoire ne veulent pas être figés et rester sur notre territoire. Ce qu'ils veulent, c'est
passer, justement, d'où l'expression des contrebandiers qu'on appelle les passeurs de familles entières, ils veulent passer. Donc on ne peut pas rentrer, nous, dans une politique qui serait de dire on met des bâtiments à disposition. Mais au moins pour améliorer leur quotidien de vie. Mais à l'échelle de l'État. Il faut que l'État, là, prenne ses responsabilités. Ça ne peut pas être les communes qui portent ça. Vous imaginez, on a vu la maire de Calais qui avait pendant des années été tapée aux portes du ministère de l'Intérieur avec des cris d'alerte. Mais ça ne peut être porté que par l'État. Ça ne peut pas être porté par les communes. Le camp de Sangatte n'a pas laissé de bons souvenirs. Bien évidemment. On le regrette tous. Mais moi, je suis convaincu que cette question est à l'échelle du pouvoir national et non pas des élus locaux, même si on a notre part à donner, comme on l'a fait avec la communauté urbaine et le camp de Grande-Sainte. Vous parlez entre communes justement du littoral, vous parlez de l'État pour interpeller beaucoup plus régulièrement l'État sur la question. Monsieur le sous-préfet de Dunkerque, le précédent et l'actuel, puisqu'il vient d'avoir un transfert de pouvoir il y a peu, font un travail important sur le terrain. Ils accompagnent bien sûr les forces de l'ordre quand c'est nécessaire, mais aussi les associations et les communes concernées. Oui, il y a un travail, oui, on se parle, oui, on est toujours prêt à aider. Mais il faut quand même remettre la responsabilité où elle est au niveau de l'État. Et le premier des accords à renégocier, c'est l'accord du Touquet. Justement, ces accords du Touquet, qui, on le rappelle, quand même fixent la frontière entre la France et le Royaume-Uni, bien en fait, elle est sur la plage, elle est ici sur la côte d'Opale, la frontière, techniquement. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part au monde d'avoir une frontière à l'extérieur de ces frontières. Et pourquoi on n'arrive pas à renégocier ? Alors là, je laisserai cette question à tous les candidats à l'élection présidentielle, mais géographe et historien de formation, je ne connais aucun autre exemple au monde où la frontière n'est pas dans le pays concerné, à la limite du pays concerné. On va m'évoquer qu'il y a la mer entre les deux. Oui, enfin, il n'y a pas que entre le Royaume-Uni et la France qu'il y a la mer. On n'a jamais vu une frontière qui n'est pas à la limite du pays direct. Et les accords du Touquet sont la vraie problématique de ces questions migratoires. C'est pas un peu simpliste de penser que les accords du Touquet, si on les renégocie, si on repousse la frontière, ça résoudrait tout le problème ? Ça ne va pas résoudre tout le problème, ça va obliger les Britanniques à prendre toutes leurs responsabilités. Aujourd'hui, ils en prennent une partie. Et la partie qu'ils prennent, il faut être très honnête, c'est une partie financière. On est prêt à financer pour justement laisser la gestion de l'autre côté de la mer. Si on renégocie les accords du Touquet, on renégocie aussi la responsabilité complète des Britanniques. D'autant que leurs dernières annonces du gouvernement britannique, c'est de vouloir repousser un peu manu militari les bateaux vers la France. Ça, c'est une provocation ? Je ne pense pas que c'est une provocation, c'est sûrement une pression dans le pays de mouvements populaires qui doivent faire du bruit médiatiquement et qui obligent le gouvernement britannique qui est confronté à beaucoup de difficultés en ce moment à réagir ou à surréagir peut-être, mais il est évident qu'on ne peut pas rester sur ces accords qui mettent une frontière ailleurs où elle devrait être, tout simplement. Juste pour finir sur cette question migratoire très problématique, est-ce que vous avez de l'espoir quand même que cette situation s'arrange un jour ? Bien sûr qu'on a de l'espoir. Ça vous paraît pas inextricable ? Non, dans notre histoire, on a connu de nombreuses périodes où nous avons rencontré des difficultés. Et sur le territoire du Dunkerquois, on est quand même bien placé pour le savoir. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais quand, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la seule zone rouge de France, la dernière ville libérée, le 9 mai, Berlin est tombé le 8, nous sommes libérés le 9, se reconstruit comme le territoire du Dunkerquois s'est reconstruit avec aujourd'hui certainement un des territoires et un des ports industriels les plus performants de France. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Après, ces questions sont très complexes et si nous ne sommes pas accompagnés au niveau de l'État et au niveau diplomatique, on aura du mal à se sortir seuls, nous les élus locaux, de cette situation. Pour conclure cette émission, David Bayeul, on vous a demandé, comme vos prédécesseurs et comme à ceux qui vous suivront, de venir avec des dessins de presse pour commenter l'actualité. Vous allez le voir, le premier à l'écran, issu du Canard enchaîné, un hommage d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui dit... On l'a adoré dans son rôle de flic ou voyou, et ce personnage à droite qui se demande en fait s'il parle de Jean-Paul Belmondo ou d'Alexandre Benalla. Pourquoi cette image ? Alors, deux raisons. La toute première, c'est évidemment parce que le départ de Jean-Paul Belmondo a touché toute la population française, et à titre personnel, le tout premier film que je suis allé voir au cinéma, L'As des As, dans un petit cinéma de Rosendal qui s'appelait le Régent, une seule salle, et je découvrais le cinéma grâce à mes parents. Donc évidemment, Jean-Paul Belmondo, mais comme pour beaucoup de Français, fait partie de ma vie quotidienne, dans les films, dans les rediffusions. Et puis en même temps, de se dire, mais c'est le procès actuellement d'Alexandre Benalla.
Comment un individu qui aurait pu être l'incorrigible, qui aurait pu être le guignolo, qui n'aurait certainement pas pu être l'as des as, se retrouve comme ça aux portes du pouvoir et à fréquenter. C'est pour dénoncer aussi un peu la gestion d'Emmanuel Macron ? Non, c'est pas sa gestion, parce que je pense qu'il est éloigné de tout ça, le président de la République. Mais c'est toujours de se dire comment, alors qu'on pense que ces milieux sont très très fermés, on peut voir arriver des personnages qui sont de véritables aventuriers comme ça, l'animal Benalla, je crois qu'il y a un film de Jean-Paul Belmondo qui porte ce titre-là, peut être autour d'un monde politique plutôt feutré. Et il nous reste une petite minute pour le second dessin de presse, puisque vous êtes venu avec 2 dessins, on va le montrer. C'est Jean Castex, le Premier ministre, qui s'inquiète de la convergence des hausses de prix d'énergie, l'inflation, qui concerne l'essence, le gaz, notamment avec la présidentielle qui arrive. Le Premier ministre qui se demande s'il est possible de n'appliquer l'augmentation qu'aux abstentionnistes. Pourquoi, encore une fois, cette image ? Alors celle-là, parce qu'elle est vraiment au cœur de mon actualité. Moi, je suis un élu de terrain, je fréquente beaucoup ma population. La vraie question aujourd'hui, c'est bien sûr la fin de la crise sanitaire, la vaccination qui reste au cœur des débats. Et la deuxième question, c'est cette inflation. On me parle de ces questions d'augmentation du gaz, plus 8%, 18% sur les fruits depuis le début de l'année. Il y a une vraie question autour de ça. Alors bien sûr, les abstentionnistes, c'est le clin d'œil, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat des habitants ? Merci David Bayeul d'avoir été avec nous, je le rappelle, maire de Coudekerque-Branche et premier vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. Merci d'avoir été notre invité. Merci Marie pour cette participation. Merci Adrien, à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Nord Politique revient la semaine prochaine sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.